Messieurs, dames, mes chers amis, vous qui me reconnaîtrez, je suis Djeloul Kiter, né le 16 janvier 1984 à Perpignan et résident au sein même de cette ville où je suis né. Je me permets de faire cette vidéo car il est venu pour moi le temps de vous raconter mon histoire, de vous raconter cette épreuve douloureuse et torturante que j'ai pu endurer depuis de nombreuses années et qui perdure encore aujourd'hui. Messieurs, dames, vous qui regarderez cette vidéo, mes chers amis, en particulier ceux qui me connaissent, qui me reconnaîtront, j'aimerais faire une aparté, une petite parenthèse, pour vous demander sincèrement de m'excuser, pour vous demander pardon. Pardonnez-moi de m'être éloigné de vous durant de nombreuses années. Pardonnez-moi de ne plus vous avoir donné signe de vie, de m'être éloigné de vos personnes. Pardonnez-moi car lorsque je vous ai délaissé, lorsque je me suis éloigné, je l'ai fait sans même donner de motif pour la plupart d'entre vous, sans même me justifier, sans même donner la moindre explication. Je veux que vous sachiez qu'à cette époque, je ne pouvais pas vous raconter, tant je n'avais pas encore amassé des éléments qui pourraient prouver mes dires, et tant je ne pouvais vous raconter mon histoire, de peur que cela aurait pu être difficile que d'être cru. Alors j'ai préféré vous préserver, vous protéger en m'éloignant et revenir vers vous un jour où je le pourrai. Je vous demande pardon, pardon du plus profond de mon cœur, pardon de ne pas être resté auprès de vous, pardon de ne pas avoir profité de tellement de choses auprès de vous, pardon d'avoir vécu en silence, pardon d'avoir été invisible à vos yeux. Pardonnez-moi. Même lorsque vous me rencontriez, quelquefois par hasard dans certains lieux, nous nous disions comment nous allions et je ne vous laissais rien paraître. Si vous remémorez un petit peu ces situations-là, vous vous rendrez compte que même dans ces situations, je ne vous montrais pas que rien n'allait. Je montrais toujours que tout allait bien parce que je ne voulais pas vous mêler à tout ce que je pouvais subir, endurer depuis tout ce temps. Mais aujourd'hui, je vous demande sincèrement pardon pour ces mensonges. Car étant une personne que vous connaissez, que vous avez côtoyée, étant une personne considérée comme de franche, d'honnête, sur ce point-là, je n'ai jamais pu vous dire la vérité. J'ai été obligé de vous mentir pour vous protéger, vous préserver. Je regrette infiniment, car j'ai perdu beaucoup de temps, je me suis éloigné de vous, je suis passé à côté de belles choses que j'aurais pu partager encore et encore auprès de vous. Et à cela, j'implore votre pardon, messieurs, dames. Je vous raconte aujourd'hui les raisons qui m'ont poussé à devenir ainsi, à m'éloigner de vous. Et ces faits, bien sûr, remontent à de nombreuses années. Depuis mars 2013, messieurs, dames, mes chers amis, je suis victime d'un harcèlement moral policier, perpétré bien sûr par des fonctionnaires de police civile et soutenu et assisté par des citoyens, des informateurs pour être plus précis. Un acharnement inouï, sans précédent, que je subis depuis mars 2013 et qui perdure encore à l'heure où je vous laisse cette vidéo. Un harcèlement moral inouï, perpétré par une caste de fonctionnaires de police corrompus qui, avec le temps, les investigations que j'ai pu mener sur le terrain, les informations que j'ai pu obtenir, bien sûr, par le biais de personnes intègres, par le biais de citoyens, mais de fonctionnaires de police également intègres, m'ont permis de démanteler, de comprendre l'envers du décor et à quel point nos institutions ici à Perpignan étaient gangrénées par une caste, une minorité de fonctionnaires de police corrompus, issus de différents services, qui sont, pour ma part, les services concernés bien sûr, qui sont
des fonctionnaires, une minorité de fonctionnaires de police civile du commissariat central de Perpignan, une minorité également de fonctionnaires de police de l'antenne de la SRPJ, donc de la police judiciaire de Perpignan, et également une minorité de fonctionnaires de police issus du service du renseignement, donc des agents du service des agents du renseignement territorial. Bien sûr, avec les éléments que j'ai pu obtenir depuis le temps, l'enquête que j'ai pu mener à mon humble niveau, avec le peu de moyens dont j'ai disposé, on peut me permettre de comprendre qu'il s'agissait en effet d'une caste avec un certain grade, des officiers pour la plupart, positionnés à un certain niveau, avec du pouvoir et de l'autorité au sein de la ville. Ces mêmes fonctionnaires corrompus, ces mêmes gradés corrompus, qui m'ont fait vivre cet enfer, cet harcèlement moral sans précédent, qui par la même occasion induisaient en erreur, en envoyant, afin de me suivre, de m'épier dans chacun de mes faits et gestes, dans chacun de mes déplacements, des fonctionnaires de police civils moins gradés. Pour certains d'entre eux complices, pour d'autres sans le savoir, manipulés contre leur conscience. Et bien sûr, des fonctionnaires de police agissant en toute impunité, qui m'ont fait endurer un calvaire qui a duré un peu plus de 9 ans et qui continue à durer aujourd'hui. 9 ans. 9 ans dont je n'ai jamais voulu oser en parler, si ce n'est à mon entourage proche qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, ont dû vivre, malgré moi, cet harcèlement moral par ricochet, et d'autres qui ont été témoins oculaires de ces agissements, et sans pour autant pouvoir m'aider. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo pour dénoncer ces agissements, pour faire en sorte que le monde sache ce qui se passe ici à Perpignan. Des faits qui ont commencé, comme je vous disais, en mars 2013, à la suite, bien sûr, d'altercations que j'ai pu avoir, et ça, bien sûr, c'est les investigations que j'ai pu mener qui ont pu me permettre de comprendre cela, avec le temps, les années. À la suite d'altercations que j'ai pu avoir avec des pseudo-trafiquants qu'on a mis en place au sein même de notre quartier Saint-Jacques à Perpignan, au lieu dit HLM Bétréu, et qu'on a permis d'instaurer un trafic de grande ampleur, un trafic de drogue de grande ampleur, un four, un supermarché de la drogue, qui ne s'était jamais fait dans notre ville, bien sûr, auparavant, qui ne s'était jamais créé, qui n'existait pas tout simplement, et qui a été instauré au sein même de notre quartier. En premier lieu, bien sûr. De cette problématique-là est né des soucis concernant des familles, des mamans généralement célibataires, divorcées, qui, malgré elles, impuissantes, menacées pour certaines d'entre elles, par ces pseudo-trafiquants, ont vu leurs enfants mineurs à cette époque-là, 14-15 ans tout au plus, être pris et emmenés de force contre leur gré sur ces lieux de deal, sur ces points de vente, afin de gérer le trafic à la place de ces pseudo-trafiquants. Sans même être rémunérés comme c'est le cas aujourd'hui, et on peut observer depuis quelque temps qu'aujourd'hui les mineurs sont consentants et sont rémunérés pour ce qu'ils font. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça, messieurs, dames. À l'époque, on prenait des jeunes mineurs contre leur gré et on les mettait en place. Cela, bien sûr, pour couvrir ces pseudo-trafiquants, pour se protéger, pour qu'ils puissent se protéger, ne pas être sur le terrain et envoyer, comme on dit au casse-pipe, ces jeunes mineurs qui, dans le quartier, on les appelait les fusibles, que ces pseudo-trafiquants faisaient sauter de temps en temps comme des fusibles, qu'ils envoyaient dans la fosse aux lions, par le biais de leurs complices, de ces fonctionnaires corrompus de police, et qui, de temps en temps, voilà, pour faire bonne figure, pour faire du chiffre, envoyaient ces jeunes mineurs
trahissait et piégeait ces jeunes mineurs afin qu'ils soient incarcérés. Plusieurs fois, j'ai intervenu pour sortir ces jeunes mineurs, quelques-uns d'entre eux bien sûr, de ce fléau-là, afin de les rendre à leur foyer. S'en est suivi bien sûr des altercations avec mes amis contre ces pseudo-trafiquants, parfois verbales, parfois violentes, afin bien sûr de préserver l'intégrité de ces jeunes mineurs, de les sortir de là. S'en est suivi bien sûr des menaces verbales, tentatives d'intimidation qui ne m'ont jamais affecté, car connaissant ces pseudo-trafiquants comme étant des délateurs de base, comme étant des délateurs tout simplement, que tout le monde dans la ville connaissait bien sûr comme des délateurs, depuis toujours, il ne m'impressionnait en aucun cas. De ces menaces, de ces jeunes que j'ai pu sortir de là, que j'ai pu rendre à leur foyer, pas tous bien sûr, bien évidemment, car après ce que j'ai pu endurer, je ne pouvais plus rien pour eux, et ce fléau a quand même continué à s'enraciner, à prendre de l'ampleur, jusqu'à connaître assez récemment une violence inouïe à travers des guerres fratricides concernant cette histoire de terrain, de lieux, de points de deal, jusqu'à voir des personnes mourir à cause de ça, ou être touchées, affectées physiquement, avec parfois même des conséquences irréversibles. Mais à cette époque-là, avant que ces agissements commencent, de ces instigateurs, de ces corrupteurs, j'ai quand même réussi à sortir quelques jeunes de là. Mars 2013, je commencerai bien sûr à subir une situation anormale de fonctionnaires. Le temps me permet d'attester que c'était des fonctionnaires de police civile qui commençaient à me suivre, à mes pieds, à chacun de mes déplacements. J'ai laissé faire pendant de nombreuses années, car en ayant discuté de cela avec mon entourage, il me disait que peut-être cela était dû à de mauvaises fréquentations, étant donné que je suis un citoyen engagé pour le bien-être de mon quartier, avec bien sûr mes collègues avec qui je collabore, qui représentons en tant que référent notre quartier, les habitants de notre quartier, quelle que soit leur communauté, et pour représenter le bien-être du quartier en général, bien sûr. Ils m'ont dit, il se peut que ce soit des mauvaises fréquentations dues au monde avec qui tu es en contact. J'ai accepté d'être suivi, épié en permanence, dans chacun de mes faits et gestes. Mais au fur et à mesure du temps, des questions, des interrogations me venaient à l'esprit, que je posais régulièrement à mon entourage en disant, mais s'il y a vraiment une enquête contre moi, ces agents, ces fonctionnaires civils ne doivent-ils pas mener une investigation en toute discrétion, à distance? Est-ce que ces enquêteurs-là doivent me suivre au corps à corps, me montrer qu'ils sont là, me tourner autour, me dévisager, tenter de m'intimider? Est-ce que c'est comme ça qu'on opère, qu'on mène une enquête, une investigation? Mes amis étant perplexes, ne sachant pas quoi répondre, je continuerai à subir bien sûr ces méfaits. D'autres de mes entourages, au bout de quelques années, commenceront à ne plus me croire en pensant que je suis paranoïaque, peut-être délirant. Et quelques années plus tard, en 2016, voyant que cela ne s'arrêtait pas et que cela devenait croissant, que ça s'empirait et que c'était de plus en plus virulent dans la manière de faire, avec ces tentatives d'intimidation, ce début de menace également verbale que je commence à subir. En 2017, j'aurai le déclic, j'en aviserai mon entourage et je me dirai que pour prouver mes dires, il faut que je filme,
que je photographie, que je prouve, que je montre ces agissements, que je montre que je ne suis pas fou, que je montre que je suis en train de subir un harcèlement moral par ces fonctionnaires-là, par ces fonctionnaires de police civile. D'ailleurs, courant 2014, à l'été 2014, une personne me remettra, un de mes voisins me remettra une carte de contact, me prouvant qu'en fait il s'agissait bien de fonctionnaires de police. Et il me dira qu'en fait ils m'ont demandé de te suivre partout, de te tourner autour, de t'harceler. Il m'avouera cela avec, bien sûr, crainte, car ça n'a pas été facile pour lui de me l'admettre. Et je veux, à travers cette vidéo, lui dire qu'il a ma parole, que je ne trahirai pas la confiance qu'il a remise entre mes mains, que la confiance qu'il m'a donnée, et que je ne porterai pas atteinte à son intégrité, à son image, à sa personne, que je ne divulguerai en aucun cas son identité, pour sa propre sécurité bien sûr, et que je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour moi. Car il m'a remis cette carte bien sûr de contact qui lui avait été remise dès le début, donc au printemps 2013, peut-être 1 an et demi plus tard, voyant, me connaissant la personne que j'étais, et voyant comprenant tout le sens de ces agissements, ces dysfonctionnements, ces choses anormales qui se produisaient à mon encontre, viendra m'en faire part. Par devoir, je pense, de conscience, d'humanité, il viendra à moi. Je le remercierai jamais assez pour ça. Je veux, toi qui me regardes, te dire que je te remercie infiniment pour ça. Je n'oublierai jamais ce geste, car grâce à toi, j'ai pu comprendre qu'il s'agissait de fonctionnaires de police issus du commissariat central de Perpignan. Car grâce à toi, j'ai pu commencer à mener mes propres investigations. C'est ce que je ferai en 2017, lorsque je prendrai la décision, le courage de commencer à filmer ces exactions, en faisant l'acquisition d'un smartphone et en filmant ces agissements. Ces agissements issus de ces fonctionnaires, de ces instigateurs corrompus qui s'acharnent contre moi, qui se sont acharnés et qui continuent à s'acharner contre moi, qui tentaient de m'intimider à maintes reprises, qui me menaçaient verbalement et qui, pour certains d'entre eux, me demandaient de quitter la ville, qui me menaçaient et qui me demandaient de quitter la ville. J'ai commencé à filmer ces agissements. J'ai amassé aujourd'hui, messieurs, dames, depuis 2017, à peu près 65 gigas d'éléments photo-vidéo concernant, bien sûr, ces personnes, ces fonctionnaires de police civile issus de différents services qui m'ont suivi afin de m'harceler, qui m'ont suivi en contact rapproché, et non pas à distance, mais en contact rapproché, et bien sûr de tous ces citoyens complices de ces agissements et qui ont aidé, soutenu ces fonctionnaires corrompus afin de m'harceler, de tenter de m'intimider également, de me menacer pour certains d'entre eux, mais en vain, sans atteindre leur but. J'ai continué à amasser ces éléments pendant de nombreuses années. Je me suis battu du mieux que j'ai pu, en silence, sans rien laisser paraître à mon entourage, aux gens qui m'entourent. Je me suis battu du mieux que j'ai pu. Donc, j'ai bien sûr, après bien sûr avoir amassé ces éléments sur de longues dates, après avoir pris sur moi, beaucoup de personnes à l'époque me disaient « Mais pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne portes pas plainte ?» Et je leur disais à cette époque-là que sans éléments, sans preuves pour pouvoir prouver mes dires, je ne pourrais pas atteindre la justice. Comment pourrais-je verbalement aller prouver que l'on m'harcèle moralement et de plus est des fonctionnaires de police corrompus? Qui m'aurait cru? Qui m'aurait cru? Donc j'ai pris sur moi.
Ça a été très douloureux, messieurs, dames, vous qui me regardez, très dur. J'ai pris sur moi, j'ai enduré et je me suis battu du mieux que j'ai pu. Je me suis privé de beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis restreint, isolé socialement de beaucoup de personnes, de mon entourage à qui j'ai demandé pardon. Je me suis privé des choses les plus simples de la vie, de toute forme de liberté. On m'a privé de toute forme de liberté. On a porté atteinte, bien sûr, à mon intégrité physique et morale. On m'a coupé de mes droits fondamentaux, qu'est de vivre en toute dignité. Mais je n'avais d'autre choix que de filmer pour prouver mes dires. Je n'avais d'autre choix que de me battre du mieux que je pouvais, avec bien sûr le peu de moyens dont je disposais à cette époque-là. Et j'ai continué. Et j'ai continué. Et petit à petit, des gens ont commencé à ouvrir les yeux. Des personnes, que ce soit des fonctionnaires de police intègres, que ce soit des citoyens également, que ce soit des informateurs, ont commencé à ouvrir les yeux, en comprenant que dans ma situation, après autant d'années d'acharnement, qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette situation. Ils ont commencé à venir vers moi. Pour certains, me demander des excuses, pour d'autres, parce que leur conscience n'arrivait plus à être tranquille, sereine, qu'ils éprouvaient le besoin de faire ce qui est juste, d'être intègre. Ils m'ont apporté beaucoup d'éléments, beaucoup de confirmations à des interrogations que j'avais, des interrogations dont j'étais sûr d'en avoir la réponse, mais dont je devais avoir des preuves formelles. Et grâce à ces témoignages, grâce bien sûr aux éléments que j'ai pu obtenir, j'ai pu confirmer tout ça. Un harcèlement moral sans précédent, messieurs, dames. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo car j'ai déposé plainte le 18 juin 2020 auprès du tribunal judiciaire de Perpignan, auprès du bureau du procureur de la République, par le biais bien sûr de mon avocat principal et ami qui est à Paris, afin de bien sûr signaler, dénoncer ces faits d'harcèlement moral endurés et qui portent l'article 222-33-2-2 du Code pénal. J'ai étayé bien sûr cette plainte pénale simple en expliquant la situation endurée depuis le début et bien sûr tous les éléments amassés, tous les éléments bien sûr probants et avérant cette situation d'harcèlement que j'avais en silence amassé depuis tout ce temps, toutes ces années. 6 mois plus tard, je recevais une convocation à une audition libre, mentionné dessus le nom d'un officier de police judiciaire affecté au bureau de soutien judiciaire, qui lui-même dépendant de la sûreté départementale. Cette même personne, ce même officier de police judiciaire qui me réceptionnera le jour de l'audition libre, le jour du rendez-vous, et qui, tout de suite après, voyant à travers la porte vitrée une autre personne dont le visage tout de suite me fut familier, discuter avec celle-ci et ayant changé, ayant récupéré, je pense, mon dossier, et donc tout de suite m'ayant fait changer d'OPJ, donc je passa avec cette personne-là, que son visage me fut familier, à qui son visage me fut familier, afin de me faire cette audition libre, pour moi, bien sûr, en qualité de plaignant, raconter ma plainte, étayer ma plainte, et raconter ma situation d'harcèlement moral. Et je me suis rendu compte, messieurs, dames, qu'en face de moi, j'avais une personne qui, au lieu de m'écouter en tant que plaignant, était plus là pour tenter de m'incriminer.
été totalement déconnecté de ma situation et tenté plus de me piéger que d'être juste, honnête et loyal envers sa fonction. Intègre surtout envers sa fonction d'officier de police judiciaire. C'était un commandant de police qui, grâce à ma mémoire, grâce à tous ces visages, toutes ces personnes que j'ai pu mémoriser au sein de mon esprit, j'ai pu me souvenir que 2 ans auparavant, elle m'avait suivi harcelé au sein d'un centre commercial de l'hypermarché Carrefour, route de Canet, chemin de la Roseraie à Perpignan. Elle m'avait harcelé ce jour-là et s'en était suivi 2 autres personnes, un autre fonctionnaire de police civil avéré et une autre personne également m'avait harcelé simultanément. Ces 3 personnes m'avaient harcelé simultanément l'une après l'autre dans ce magasin-là, ce jour-là. C'était le 27 décembre 2018, en début de soirée, pardon. Alors que je devais faire mes courses. Ce jour-là, finalement, je ne ferai pas mes courses parce que je filmerai toutes ces personnes-là, réunies, en train de me suivre, en train de m'harceler, et surtout pour identifier leur identité. Ce commandant de police corrompu, dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, car avec le temps, j'ai réussi à obtenir, par le biais du procès-verbal que j'ai obtenu 3 mois et demi plus tard, j'ai enfin obtenu son nom, que je ne divulguerai pas aujourd'hui, messieurs, dames, mais plus tard, lorsque la situation le permettra. S'en est suivi un classement sans suite, le lendemain. C'est ce que dira monsieur le procureur de la République, qui a récupéré mon affaire juste après. Mon affaire a été classée sans suite 2-3 jours après mon audition, sans même qu'une enquête préliminaire n'ait été diligentée par ce fonctionnaire de police corrompu. Il a décidé qu'il en soit ainsi de classer sans suite mon affaire pour motif code 11, absence d'infraction, par le biais bien sûr du vice-procureur de la République. Et courant janvier, ayant été intrigué par ce commandant de police, et n'ayant pas eu encore connaissance de ce classement sans suite, je me tournerai vers mon second conseil ici à Perpignan, qui, bien sûr, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, m'a délaissé. Je peux comprendre pourquoi, ici à Perpignan, n'ayant sûrement pas voulu se mettre en porte-à-faux par rapport à toute cette corruption, prenant conscience que cela peut-être porterait préjudice à sa fonction d'avocat, je peux comprendre qu'il se soit détaché et qu'il m'ait délaissé. Sur ça, je n'ai pas à lui en vouloir. Je regrette simplement qu'il n'ait pas fait passer au-dessus ses valeurs, les valeurs d'avocat. Je me tournerai vers lui courant janvier 2021 afin d'atteindre le procureur de la République en personne pour expliquer la situation. C'est ce qu'on fera et je l'en remercie vivement. Grâce à lui, j'aurais pu atteindre monsieur le procureur de la République en personne. Je raconterai mon histoire. À partir de là, le procureur de la République intrigué demandera ce qu'on lui envoie, bien sûr, des éléments, un courrier explicatif, plus des éléments. À ce moment-là, je fournirai la clé USB contenant les 65 gigas d'éléments, photos et vidéos, concernant tous les faits dénoncés de ces agissements, de cet harcèlement moral. Donc à partir de là, monsieur le procureur de la République, perplexe, intrigué par cette situation au vu du dossier conséquent de la plainte assez conséquente également, décidera début février 2021 de réouvrir ma plainte. Car n'acceptant pas que celle-ci ait été classée sans suite le lendemain de mon audition sans même qu'une enquête préliminaire n'ait été diligentée. 9 mois se sont écoulés et courant novembre 2021, lorsque je déciderai de poser la question à mes 2 avocats respectifs,
afin de savoir où en est mon affaire, pour qu'ils puissent, eux, écrire au parquet directement, au bureau du procureur de la République, afin de savoir où en est mon affaire, ma plainte. Je recevrai subitement un avis de classement à victime adressé à mon domicile en lettres simples, sans même qu'elle n'ait été postée par accusé de réception, par lettre recommandée, en lettres simples dans mon boîte aux lettres, sans même que mes deux avocats respectifs à ce moment-là n'aient été avertis, n'aient reçu cet avis de classement à victime, avec un avis de classement à victime qui signifiait que mon affaire était classée sans suite pour des faits totalement contraires et étrangers à ce que je dénonçais quant à l'harcèlement moral enduré, mais pour des faits de discrimination et d'exploitation de personnes vulnérables. Faits totalement contraires et étrangers à la plainte, à l'affaire que je dénonçais, car discrimination qui n'est, selon le code pénal, pas mentionné au même niveau que l'harcèlement moral. Son article est le code 225-1. Alors que je dénonçais, que je portais plainte pour un harcèlement moral, selon l'article 222-33-2-2. Ne comprenant pas cet avis de classement à victime, je demanderai à mes avocats, c'est de là où je verrai que mon avocat commencera à me délaisser, mon second conseil ici à Perpignan, il ne répondra plus à mes mails. Et mon avocat principal, mon ami avocat de Paris, lui, enverra bien sûr un courrier pour savoir, parce qu'il ne comprenait pas également cette situation. Et de là, j'écrirai également pour ma part un courrier personnel adressé au procureur de la République principal de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, afin qu'il puisse me répondre, lui, car ayant reçu ce courrier par le biais des services du parquet, je me suis dit peut-être que lui-même n'avait pas été mis au courant de ce courrier, donc je me permettrai bien sûr d'envoyer un courrier personnel adressé directement en son nom, afin de comprendre pourquoi cet avis de classement à victime et pourquoi, avec ces faits totalement contraires et étrangers à ma plainte initiale. Le 23 février 2021, je recevrai un nouveau papier, un nouveau document, par le biais bien sûr de mon avocat principal à Paris, qui lui le recevra et me le faxera après. Un courrier stipulant que finalement mon affaire n'était plus classée sans suite, mais que celle-ci était en attente de décision du parquet. Donc messieurs, dames, depuis le 23 février 2022, pardon, je vous prie de m'excuser, c'est 2022, car 2021 c'était novembre 2021, donc depuis le 23, donc c'est ce dernier 23 février 2022, je suis en attente de décision de parquet. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je comprends, c'est que la justice, ce que j'ai compris bien sûr, c'est que la justice tend à couvrir ces dysfonctionnements, n'est pas impartiale, n'est pas indépendante, car au vu de la plainte assez conséquente que j'ai déposée et de tous les éléments que j'y ai attribués, je ne comprends pas pourquoi autant de mois, autant de temps, si ce n'est à vouloir me fatiguer, m'user moralement. Aujourd'hui, je suis en attente, je n'ai toujours pas de réponse. Mon second conseil ici s'est éloigné, m'a délaissé. Et mon avocat principal de Paris, lui, est surchargé de travail. Donc voyant que ces agissements, cet harcèlement moral continue, ne s'arrête pas, aujourd'hui, il est venu pour moi le temps que de médiatiser cette affaire de cette manière-là que j'ai trouvé la plus
adéquate et la plus également accessible pour moi. Je vous demande, messieurs, dames, aujourd'hui, je demande surtout de l'aide à des médias d'investigation, des journalistes d'enquête, des associations également qui luttent contre toute forme d'injustice, toute forme d'harcèlement, de pouvoir m'aider, de m'aider à mettre en lumière la vérité qui m'entoure, de mettre en lumière ces agissements, cette corruption qui gangrène ici notre ville à Perpignan, à laquelle je me suis battu du mieux que j'ai pu et à laquelle aujourd'hui je réclame justice. On essaye de m'user moralement, de me fatiguer afin de me faire baisser les bras, mais comme je dis au procureur de la République, comme je dis à l'inspection générale de la police nationale de Marseille, que j'ai alerté l'an dernier, au mois de mai 2021, quant à cette situation, en leur fournissant bien sûr toute la copie de ces éléments, que ce soit la procédure entamée, que ce soit les éléments sur dossier, que ce soit également la clé USB dupliquée avec les 65 Go d'éléments, afin bien sûr de porter un signalement auprès d'eux. Comme je leur dis à tous, je ne m'arrêterai pas, j'irai chercher bien sûr la justice là où elle se trouve, mais je ne m'arrêterai pas. Je suis victime d'une injustice, je tends à vouloir être reconnu comme victime. La justice ici à Perpignan, je me rends compte qu'elle n'est pas impartiale, qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle couvre tous ces dysfonctionnements, qu'elle est complice indirectement de tous ces agissements. Alors je me bats du mieux que je peux. J'ai décidé de vous faire cette vidéo, messieurs, dames, afin que vous puissiez, vous, de votre côté, partager. Partager pour me permettre d'atteindre des personnes qui puissent m'aider. Bien sûr, toutes les personnes qui voudront connaître mon histoire, je les invite à venir me rencontrer. À toutes les personnes qui désirent également m'aider, je les invite également à se tourner vers moi. Je laisserai bien sûr un lien, une boîte mail avec cette vidéo. Je vous expliquerai, vous montrerai bien sûr, preuve à l'appui, toute la procédure judiciaire entamée, tous les échanges que j'ai pu effectuer, tous les éléments que j'ai à disposition, comme vous pouvez le constater, donc des dossiers avec les éléments de cet harcèlement. Voilà, donc tout c'est et également bien sûr des éléments que contiennent la clé USB pour les dernières années, mais depuis le début. Et tout le dossier, voilà, tout le dossier, voilà, tout le parcours judiciaire en fait. Là, vous avez la plainte que j'ai déposée également en date du 19 juin 2020 ici, pour harcèlement moral. Voilà, tous les échanges, toute la procédure judiciaire. Aujourd'hui, messieurs, dames, je demande de l'aide. J'ai demandé, comme j'ai pu dire, par le biais du premier courrier que j'avais envoyé au mois de mai 2020, s'il y avait quelconque enquête diligentée à mon encontre. Bien sûr, le parquet répondra non, que je n'ai jamais été enregistré au sein de leur parquet. Voilà, donc j'ai un casier, pour ceux qui veulent savoir, bien sûr, j'ai un casier judiciaire, j'ai tous les casiers judiciaires vierges. Je ne suis pas connu au niveau du fichiétage, c'est mentionné bien sûr dans les procédures que j'ai à disposition. Je suis un simple citoyen qui à un moment donné a lutté contre une injustice. J'ai toujours lutté contre les injustices dans ma vie. Ce n'est pas la première fois, bien sûr. Les personnes qui me connaissent, qui me reconnaîtront pourront en témoigner. J'ai toujours lutté contre toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit. Mais aujourd'hui, j'ai été victime de cette injustice parce que je me suis mis en porte-à-faux sans le vouloir à la mise en place, bien sûr, et d'une corruption de grande ampleur, d'un trafic de grande ampleur, chose à laquelle jamais je n'ai voulu m'interposer ou me battre. Car ça, c'est le rôle des pouvoirs publics, de l'autorité, de l'État. Ce n'est pas à moi, ni aux membres de mon collectif,
ou des gens avec qui j'œuvre pour le bien-être des habitants du quartier dans lequel j'ai grandi. Mais non, ça a été face à une injustice perpétrée contre des personnes vulnérables qui n'avaient d'autre choix que de se tourner vers nous, impuissantes face à ces situations qu'elles enduraient elles aussi. Donc je me suis dressé face à ça, tout simplement, cette injustice-là. Ça m'a valu ce que j'ai enduré durant plus de 9 années aujourd'hui, ces menaces, ces tentatives d'intimidation. Bien sûr, si ça a duré aussi longtemps, c'est parce que depuis 2017, depuis que je filme, j'ai contrarié ces fonctionnaires de police civile corrompus, gradés bien sûr, hein, ces officiers-là qui s'acharnent contre moi. Je les ai contrariés à plusieurs reprises, ils m'ont menacé afin que je cesse de les filmer, et j'ai continué. J'ai continué toujours en leur disant que si ils le désiraient, ils pouvaient déposer plainte contre ma personne, car je portais atteinte à leur image en tendant le téléphone et en les filmant, en commentant mes vidéos, en m'adressant à chaque fois au procureur de la République, au juge et à tous les enquêteurs, afin de montrer, bien sûr, afin de montrer ces éléments de preuve. Donc je commentais toujours ces vidéos-là et en même temps, je leur disais, pour certains d'entre eux, je leur proposais de déposer plainte, d'appeler un officier de police judiciaire pour constater la situation, afin bien sûr de se retourner contre ma personne, mais ça n'a jamais été le cas. Ils ne l'ont jamais fait, ils ont toujours fui. Et de là, j'ai compris que nos institutions policières n'étaient pas gangrénées totalement. Que les hommes en tenue n'étaient pas gangrénés comme ces fonctionnaires-là. Ils pouvaient peut-être, oui, certainement se rendre complices de ces agissements, pour certains d'entre eux, comme ce commandant de police affecté au bureau de soutien judiciaire de Perpignan, mais qui ne faisaient pas partie de ces instigateurs, de ces corrupteurs qui s'acharnaient contre moi. Et à partir de là, je savais qu'ils étaient en totale illégalité. Que tous leurs agissements n'étaient pas faits, que tout leur harcèlement n'était pas fait dans un cadre légal, n'était pas justifiable. Donc ils ne pouvaient pas se défendre par rapport à ça. Ça me prouvait bien sûr qu'ils étaient totalement hors la loi. Voilà, messieurs, dames, il y a tellement de choses que j'aimerais raconter que je vais cesser. J'ai certes démantelé toute la corruption qui se trame ici dans notre ville. Depuis de nombreuses années, j'y ai sacrifié de mon temps, de ma vie. J'ai enduré, j'ai subi beaucoup de mal. Mais je suis toujours là, toujours debout. Pour finir, je voudrais m'adresser à tous ces informateurs, ces délateurs qui se sont acharnés contre moi, pour leur dire que toutes ces fois où c'est que vous avez tenté, que vous m'avez harcelé, que vous avez tenté de m'intimider pour certains, menacé pour d'autres, qu'en aucun cas vous m'avez effrayé, qu'en aucun cas j'ai eu quelconque crainte que ce soit. J'aimerais vous dire, en m'adressant à vous, que lorsque vous me regardez, après toutes ces années d'acharnement, lorsque vous me regardez dans les yeux, et je m'adresse particulièrement à tous ces délateurs, ces informateurs de la ville de Perpignan, qui se sont rendus complices de ces agissements perpétrés par ces fonctionnaires de police corrompus. Lorsque vous me regardez dans les yeux, que croyez-vous que j'ai ressenti? Que croyez-vous que je ressens aujourd'hui? De la peur ou bien de la haine et de la colère contre vos personnes? Croyez-vous vraiment que vous m'avez fait peur? Vous croyez vraiment ça? Je m'adresse à vous, je vous regarde dans les yeux.
Que croyez-vous que j'ai ressenti? Je veux vous dire que je ne vous oublie pas, que pour la plupart d'entre vous, je vous ai démantelé, que je vous ai en vidéo et que je continuerai. À chaque fois que je vous croiserai, je continuerai à vous filmer. Je vous démantèlerai morceau par morceau, car un jour, il se peut que le monde sache qui est quoi dans cette ville. Il se peut que ce jour-là, je décide de faire en sorte que tout le monde sache qui est quoi dans cette ville. Je veux que vous sachiez que si vous pensez que vous m'avez fait peur, ne serait-ce qu'une seule seconde, alors c'est que vous n'avez rien compris. Alors c'est que vous n'avez rien compris en ma personne. Le temps passera. Le temps passera. Aujourd'hui, je réclame justice. Aujourd'hui, je me bats pour quelque chose. Pour ce droit à la justice. Comme je dis, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mesdames, Messieurs, pour finir, je vous demande s'il vous plaît, en ayant vu cette vidéo, de partager au maximum, de faire en sorte que le monde sache ce qui se passe ici, à Perpignan, de me permettre d'atteindre la justice, grâce à vous, grâce à un geste. Partagez cette vidéo, partagez ce lien s'il vous plaît. C'est le seul service que je vous demande, pour que le monde sache, pour que cela ne se reproduise plus envers d'autres victimes ou de futures victimes. Pour que cela cesse, pour que s'il y ait des victimes parallèles à ma situation, des victimes similaires à ma situation, qu'elles puissent au moins se dresser face à cette injustice, face à ce fléau, à ce qu'elles endurent. S'il vous plaît, messieurs, dames, la seule chose que je vous demande, c'est de partager cette vidéo. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager au maximum cette vidéo. Et j'implore de l'aide à tout média d'investigation qui pourra me tendre la main, à tout journaliste d'enquête qui pourra m'aider, et à qui je permettrai d'y voir plus clair, à toutes les personnes qui voudraient m'aider, aux associations également. Aidez-moi, c'est tout ce que je vous demande, que le monde sache ce qui se passe ici à Perpignan. Une corruption de grande ampleur, que j'ai démantelée sans le vouloir. Tout ça parce que j'ai lutté contre une injustice. J'ai subi l'enfer. Depuis que je filme, je subis l'enfer. Un enfer croissant et qui continue et qui perdure encore aujourd'hui. Pour faire cesser cela, il faut m'aider. Partagez cette vidéo. Faites en sorte que le monde sache ce qui se passe à Perpignan. Que cette vidéo serve de témoignage à de futures victimes. Je suis là, je reste à votre disposition. Je vous mettrai un lien, je vous mettrai une adresse où me contacter, une adresse mail où me contacter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un simple récit. C'est l'histoire de ma vie, c'est le combat de ma vie. Je continue de me battre du mieux que je peux, mais je suis seul, je suis fatigué, épuisé, j'ai besoin de soutien. Aujourd'hui, face à tout cet acharnement, toute cette corruption de grande ampleur, j'ai besoin de vous, messieurs, dames, j'ai besoin de soutien. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je m'adresse à vous, les corrupteurs, les instigateurs, qui êtes à la manœuvre de tout ce que l'on me fait subir. Je ne m'arrêterai pas. Jusqu'au bout, je continuerai à me battre, à filmer, à vous démanteler, pour que le monde sache ce qui se passe ici à Perpignan. Avec le temps, messieurs, dames, la peur devient un état d'esprit. C'est le cas pour moi aujourd'hui. C'est moi qui viens à vous. Je vous l'ai toujours dit, un jour, je viendrai à vous par le biais de la justice. Elle n'est pas à Perpignan, je la trouverai ailleurs. J'irai la chercher là où elle se trouve. Je regrette d'ailleurs que la justice se rende complice de ce fléau, de ces agissements, de cet harcèlement. Je regrette
que la justice n'aide pas ses concitoyens, ne nous entendent pas. Je regrette que cette justice soit expéditive pour ceux qui sont incriminés, mais que celle-ci soit lente ou parfois absente pour les victimes, pour les plaignants, tels que moi aujourd'hui. Aidez-moi, messieurs, dames, c'est tout ce que je vous demande. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Nous sommes le samedi 21 mai 2022. Il est exactement 22 heures passées. Aidez-moi, messieurs, dames, c'est tout ce que je vous demande. Aidez-moi.